À moins de 6 mois des examens de fin d'année, des responsables d'école mettent déjà des bouchées doubles pour que les candidats remplissent les conditions requises. Ici, au Collège d'enseignement général de Gbégamé, le constat est tangible. J'ai échangé avec mes collègues de l'administration, les surveillants généraux qui s'occupent de la collecte des dossiers du BEPC et les censeurs qui s'occupent de la collecte des dossiers du baccalauréat. Pratiquement, dans certaines classes, tout est bouclé. D'abord, tout a commencé par le drapeau, une cérémonie des couleurs. On a informé tout le monde de ce qu'il y a à faire. Après cela, il y a eu ces déplacements vers eux au niveau de chaque classe pour les informer de façon précise de ce qu'il faut réunir. Je ne vous le cache pas, nous leur avons demandé leur acte de naissance, s'acquitter des frais de contribution et puis des frais de dossier. Tout le reste, c'est l'établissement qui se charge de leur fournir. Cette étape du processus de participation des apprenants aux divers examens n'est pas sans difficulté au niveau des responsables d'école. Ils dénoncent l'irresponsabilité de certains parents et apprenants face aux enjeux. Des enfants continuent de s'absenter. Ils ne viennent pas à l'école parce qu'ils ont l'habitude ici, pour avoir déjà déposé les dossiers, c'est fini, ils attendent le jour de composition. Voilà les comportements que nous avons ici, que nous déplorons. Si tu appelles les parents, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. C'est l'habitude ici. Ils ont choisi avec leurs parents de faire la politique de la chaise vide, de manquer les cours, ce qui est suffisamment grave. C'est dangereux. Parce que personne ne connaît le contenu de l'épreuve. Qui vous dit que ce jour-là où ils n'ont pas été en classe, le cours qui a été déroulé, c'est pas ça qui va sortir à l'examen. Vous voyez comment ils se fragilisent. Je voudrais que les parents entendent cela. Ils en profitent pour donner des conseils aux acteurs pour une année réussie. Les parents sérieux aujourd'hui, puisque je leur dis, eux, ils sont différents des enfants qu'ils ont mis au monde aujourd'hui. Alors, il faut de temps en temps venir à l'école. Nous avons tout pour les informer. Par exemple, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, des enfants, pour ces cahiers, ces feuilles que je vous ai montrées, les enfants ont dépassé déjà la 50aine d'absences en classe d'examen. Ce n'est pas sérieux, aussi bien en troisième qu'en terminale. Dans les autres classes aussi. Voyez-vous, donc le parent, s'il passe, il sera informé sur la régularité de son enfant. Nous avons des cahiers de conduite pour les informer sur les comportements malveillants qu'observent leurs enfants ici. Nous avons tout ici pour les renseigner sur les notes, puisque ces enfants ne présentent même pas leur cahier de notes à la maison. Ils ne présentent pas leurs feuilles, je veux dire, leurs feuilles de composition à la maison. Alors s'ils viennent ici, les cahiers de notes ici sont ça pour les renseigner sur le travail, ce que produisent leurs enfants ici. Alors tout ça va leur permettre de prendre des mesures pour nous appuyer afin que nous ayons de très bons résultats à la fin. Tout a un temps. Tout est codifié, organisé. C'est pas dans le désordre qu'on est grand. Donc, comprenez-nous. Et nous avons besoin de ressources pour fonctionner. C'est avec la contribution scolaire que nous achetons le mobilier scolaire. Ce n'est pas donné. La craie est une denrée, un consommable de grande importance. Si le professeur n'a pas la craie, comment il va dérouler son enseignement en classe? À rappeler qu'au Bénin, les inscriptions dans le registre pour le baccalauréat 2025 ont démarré depuis le lundi 16 décembre 2024 et prennent fin le jeudi 30 janvier prochain. L'amour, ce sentiment qui unit deux personnes peut être mis à rude épreuve par des comportements déplacés. Il est essentiel d'être conscient des attitudes
qui peuvent progressivement éroder la complicité et la passion. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou nous en donnent un aperçu. En premier lieu, je vais parler de l'immaturité. Il faudrait que l'homme soit mature, il faudrait que la femme soit mature. Et c'est ça qui nous amène à savoir ce pourquoi nous sommes en train de nous engager. Ça nous amène à comprendre d'abord l'amour. Étant immature, on ne peut rien. Et si on s'engage étant immature, c'est que quel que soit ce qui va se passer, quels que soient les arrangements, c'est que ça va finir par se casser. Il y a l'argent, parce que à voir les filles d'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, les filles d'aujourd'hui, ils ne te connaissent même pas. Vous avez des amis et vous allez vous confier à cet ami-là, exposer vos problèmes. Tu sais, ma femme a commencé par faire ceci, elle a commencé par faire cela. Ah, toi, c'est toi qui lui as donné les opportunités de le faire. Ah, moi, je ne fais pas ça. Avec ma famille, je fais ci, je fais ça. Je fais des regrets, je fais sortir des regrets dans ma famille. Ah, c'est ce que je dis, c'est ça qui passe. Hein. Si ça ne veut pas ça, si ça ne veut pas se passer là, c'est soumission soit démission. Si l'homme est égoïste, il ne peut jamais reconnaître l'importance de sa compagne. La femme également de son côté, si elle est égoïste, elle ne peut jamais reconnaître l'importance ou bien les efforts que fournit son homme. Et si la femme est égoïste, et puis elle ne veut pas reconnaître l'importance de son homme, elle ne veut pas reconnaître les efforts que son homme est en train de fournir pour que ça marche, c'est que l'homme va se sentir blessé et ça ne peut pas marcher et c'est vice-versa. Comme la femme a vu que son mari a changé de comportement, elle-même aussi va changer de comportement. Tu ne fais plus la vaisselle, les tenues du monsieur, tu ne puisses plus de l'eau à la douche, tu ne fais plus rien. Tu t'es concentré. Dans une relation, il est crucial de prendre en considération les besoins et les désirs de son partenaire. Selon la spécialiste, l'égocentrisme peut créer un déséquilibre. Si l'un des partenaires ne fait pas d'efforts pour comprendre l'autre, cela peut engendrer frustration et ressentiment. Dans le couple, c'est l'élément destructeur. Chacun va de son côté. Lui dit, je suis le chef du foyer. On n'a pas à me faire de reproches. Et il fait ce qu'il veut. Quand on fait ce qu'on veut dans un couple parce qu'on est le chef du foyer, bonjour les dégâts. Et on va même jusqu'à chacun reste dans son côté. Si chacun reste dans son côté, après c'est le divorce qui intervient. Les trains-trains de la vie engendrent le plus souvent le stress qui, lorsque mal canalisé, peut provoquer des tensions inutiles au sein du foyer. Le stress, c'est un virus. Quand ça rentre dans le couple, ça ronge complètement le couple. Parce qu'il n'y a plus d'attention. Chacun pense à ce qui est en train de le stresser. L'homme est tout le temps nerveux. La femme aussi est nerveuse. Et quand il y a la nervosité, quand on ne s'entend plus dans le couple, à cause du stress, vous savez déjà ce que c'est. Donc, nous allons essayer d'enlever ce mot. On devient anxieux, on devient névrosé, on est incapable d'aimer, on ne peut pas se parler. Et à demi-mot, où l'homme essaie d'envoyer un petit sourire à la femme, quand la femme est stressée, elle répond arrogamment. Et puis ça commence. La nervosité amène parfois même les couples à se dire des mots forts, des injures. Le stress amène le couple à s'injurier parfois. Donc, on doit minimiser ça. Pour favoriser une vie de couple épanouie, la coach prodigue quelques conseils. Il faut dialoguer en tout. Il ne faut jamais garder rancune ou se recroqueviller dans un coin quand on est en couple. Il ne faut pas s'enfermer à cause des problèmes. Surtout quand on est en couple, il ne faut pas s'enfermer. Il faut aller vers l'autre. Même si l'autre n'est pas trop ouvert, si l'autre n'est pas trop accueillant, il faut essayer d'aller vers lui pour lui montrer qu'on doit dialoguer forcément. S'il y a le dialogue, l'amour et l'attention, je pense que tout peut aller dans le couple. L'amour est comme une fleur qui nécessite soin et attention pour s'épanouir. La prise de conscience des comportements qui peuvent nuire à la vie de couple et l'adoption des stratégies pour y remédier permettront au couple de survivre aux tempêtes. Première chose fondamentale, moins d'État. Moins d'État dans l'action publique. Et deuxième chose fondamentale, vous le savez,
Trump réduit les taxes pour les entreprises privées ou les institutions privées, moins de taxes pour les institutions. Et a-t-on dit que ça a créé pour son premier mandat une économie plus intéressante pour les citoyens, n'est-ce pas? Mais on verra ce qu'il va faire cette fois-ci. Mais l'autre volet de son programme de projet de société, c'est bien sûr cette question d'immigration. Immigration, je pense que l'administration de Biden a fait une grosse erreur dès sa prise de pouvoir en mettant fin aux mesures que l'administration de Trump, la première administration, avait prises pour freiner l'immigration, ce qui a fait qui a donné lieu à un genre d'invasion des États-Unis par des migrants venant donc des pays limitrophes, les pays d'Amérique du Sud, en passant par le Mexique. Vous voyez, cette politique de Biden a fait que la question d'immigration est devenue une question centrale, non seulement dans la société, mais aussi dans le programme d'action de Trump. Et vous savez, il a parlé de ça tout au long de la campagne, lutter contre l'immigration. Il a même parlé de déporter les migrants clandestins. Donc, une déportation massive. Mais quelle est la modalité de cette déportation et comment ça va se faire? On verra à partir du 20, puisqu'il a dit qu'il commencera les actions fortes dès le premier jour de sa prise de fonction. L'autre volet sur lequel Trump met l'accent, c'est l'exploitation pétrolière. Les gisements pétroliers qui sont enfoncés dans le sous-sol, il faut creuser pour aller exploiter le pétrole. Et vous rappelez que le monde entier et les États-Unis ont fait face donc à une hausse du prix du pétrole au début de la guerre d'Ukraine, et les États-Unis ont dû jouer le rôle de sapeurs-pompiers un peu dans le monde en agissant pour que les prix baissent. Donc ça, c'est aussi un volet très très important donc du programme de Donald Trump. La politique de Trump, vous le savez, c'est une politique basée sur la force. Il dit qu'il faut la force pour dissuader la force. Et donc Poutine est parti, lui, pour étendre l'influence de la Russie dans le monde, et l'Amérique, à travers Trump, ne voulant pas aussi que se développe cette expansion. Donc il y a encore vraiment des choses, des moments assez palpitants à vivre dans le futur avec Trump. Mais quant à l'Afrique, parlons un peu de l'Afrique, oui. Vous savez, déjà sous son premier mandat, Trump n'a pas eu à faire beaucoup de choses pour, soi-disant, favoriser l'Afrique, en quoi que ce soit. Parce que, comme je l'avais dit, le principe est America First. Et si nous sommes dans le principe de America First, le rapport à l'Afrique, c'est le rapport de la puissance par rapport aux autres. Et donc, je ne pense pas qu'il faut espérer grand-chose de Trump par rapport à l'Afrique. Ce qu'il faut peut-être espérer, je crois que Trump va être beaucoup plus favorable au régime qui prône le souverainisme, le régime sénégalais, les régimes du Sahel et les autres régimes qui de plus en plus tendent vers le souverainisme vont être plus favorisés par les États-Unis que l'administration de Biden que nous avons connue. Ces pompiers luttent contre les flammes. Au Nigeria, l'explosion d'un camion-citerne a eu lieu samedi près de Suleja, dans le centre-nord du pays, après que le carburant a été transféré d'un camion-citerne à un autre. Au moins 70 personnes ont perdu la vie. Le drame s'est produit tôt le matin. Des personnes étaient en train de siphonner le carburant du camion-citerne
Une fois le siphonnage terminé, ils ont apporté un générateur pour transférer le carburant dans un autre camion. Dès qu'ils ont démarré le générateur, l'explosion a eu lieu. Ce type d'accident est fréquent au Nigeria, où l'absence de système ferroviaire rend le transport par camion risqué. Les routes nigérianes, souvent encombrées et mal entretenues, augmentent les risques. En 2020, 1531 accidents de camions-citernes ont causé 535 morts. Les États-Unis agissent contre l'armée soudanaise. Le président Joe Biden a imposé des sanctions contre Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées du Soudan. Il est accusé de déstabiliser le pays en guerre. Sous sa direction, l'armée soudanaise a attaqué des civils. Des frappes aériennes ont visé des écoles, des marchés et des hôpitaux. L'armée utilise aussi la privation de nourriture comme arme de guerre. Les États-Unis ont aussi sanctionné Mohamed Hamdan Dagalo, leader des forces de soutien rapide. Ce groupe paramilitaire lutte contre l'armée soudanaise depuis avril 2023. Les forces de soutien rapide sont accusées de violences sexuelles et d'exécution de civils. Washington accuse également les forces de soutien rapide et leurs milices de génocide dans le Darfour, alors que les tensions au Soudan continuent de s'intensifier. Le ministre kényan de l'Intérieur a annoncé que 217 policiers supplémentaires vont être envoyés en Haïti pour lutter contre la violence des gangs. Il a souligné que le Kenya, bien qu'ayant ses propres défis, fait le choix d'offrir son aide. Je sais que beaucoup se posent des questions en disant que nous n'avons pas résolu tous nos problèmes internes. Pourquoi envoyons-nous nos policiers alors que nous avons de nombreux autres problèmes dans le pays? Nous ne donnons pas par excès de ce que nous avons. Donner est un esprit qui est en nous, en tant que Kenyans. Cette mission vise à renforcer la sécurité en Haïti. Depuis juin, le Kenya a envoyé plus de 600 policiers. Jusqu'à présent, nos policiers qui sont partis avant nous ont contenu de nombreux gangs. Et je crois que vous allez les vaincre, que vous allez créer un environnement de travail pour les Haïtiens et que vous allez remettre le pays aux locaux. Travailler avec la police haïtienne pour s'assurer qu'ils aient un pays où ils peuvent également jouir de la liberté, tout comme nous jouissons de notre liberté. En 2023, plus de 5500 personnes ont été tuées en Haïti en raison de la violence des gangs. C'est une hausse de 20% des meurtres par rapport à l'année précédente. Au Kenya, le lac Naivasha, autrefois riche en poissons, souffre aujourd'hui des effets de la jacinthe d'eau. Cette plante envahissante a perturbé les zones de reproduction. Les pêcheurs peinent désormais à ramener de grandes quantités de poissons. Avant que la jacinthe d'eau n'envahisse, nous attrapions une grande quantité de poissons car les zones de reproduction n'avaient pas été affectées. Lorsque la jacinthe a affecté ces zones, les poissons ont diminué. Avant, nous attrapions jusqu'à 90 kg de poissons par jour, mais maintenant nous attrapons entre 10 et 15 kg. Pour résoudre ce problème, une entreprise kenyane, Yapak Technologies, a trouvé une solution innovante. Elle utilise la jacinthe d'eau pour fabriquer des sacs biodégradables. Ce que nous essayons de faire, c'est utiliser la jacinthe d'eau pour résoudre ce problème de la pollution par les déchets plastiques. Pour cela, nous travaillons avec des pêcheurs qui sont affectés au lac. Nous les contactons pour récolter la jacinthe d'eau qu'ils sèchent sur place et transportent vers nos installations.
L'entreprise s'attaque aussi au secteur de l'agriculture où l'utilisation excessive de plastique est un problème majeur en remplaçant notamment les sacs plastiques par des sacs biodégradables fabriqués à partir de jacinthes d'eau. Nous nous intéressons au secteur où l'utilisation du plastique est élevée, mais où il faut aller vers de la durabilité et le passage au vert. L'un de ces secteurs est l'agriculture, où de nombreuses semences sont emballées dans des sacs plastiques. Nous avons nos sacs biodégradables dans lesquels les semences sont insérées dans le sol. Ce projet permet non seulement de réduire l'impact des déchets plastiques, mais aussi de fournir aux pêcheurs une source de revenus. Cependant, la mise à l'échelle de cette solution pourrait présenter des défis, notamment en termes de production et de gestion des ressources nécessaires. Manuel Chang, ancien ministre des Finances du Mozambique, a été condamné à 8 ans et demi de prison aux États-Unis. Cette peine découle du scandale des obligations thon, une fraude de 2 milliards de dollars. Les procureurs accusent Manuel Chang d'avoir notamment reçu 7 millions de dollars de pots de vin d'une société. Les fonds devaient servir à moderniser la pêche et la sécurité maritime du pays. Ce détournement a provoqué un effondrement de la monnaie mozambicaine et une crise économique. Le FMI a suspendu son soutien financier au pays. Manuel Chang, âgé de 69 ans, a déjà passé 6 ans en détention provisoire. Le juge a recommandé que ce temps soit déduit de sa peine. Il pourrait être libéré dans 2 ans et demi avant son expulsion vers le Mozambique. L'Égypte ouvre le passage de Rafah pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Le passage, clé pour la région, permettra l'entrée de 600 camions d'aide par jour. Ce geste vise à répondre à la crise humanitaire qui touche la bande de Gaza. Il existe en effet un mécanisme de suivi pour le processus de mise en œuvre. Il y aura une chambre d'opération et un mécanisme commun ici au Caire, ainsi que 2 sous-mécanismes à Arish pour surveiller l'accès à l'aide humanitaire ainsi que le flux des individus. Bien sûr, l'aspect le plus important à présent, en plus de la durabilité du cessez-le-feu, est de résoudre la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza. En plus de l'envoi de 600 camions par jour, 300 camions seront envoyés vers le nord de Gaza, une zone dévastée par les conflits. L'Égypte veut travailler étroitement avec la communauté internationale pour maximiser l'acheminement de l'aide. L'Égypte va mener de grands efforts en coopération avec la communauté internationale pour mobiliser le plus grand nombre d'aides possible vers la bande de Gaza. Le passage de Rafah commencera à fonctionner bientôt et est préparé pour permettre l'entrée de la plus grande quantité d'aide. Nous avons convenu d'autoriser l'entrée de 600 camions par jour, dont 50 camions de carburant, et nous espérons que 300 camions iront vers le nord de la bande, car cette zone est très touchée et la situation y est pire et plus catastrophique que dans le reste de la bande de Gaza. Israël a exigé une liste complète des otages détenus par le Hamas avant de permettre toute avancée dans les négociations. Le cessez-le-feu est en vigueur, mais les discussions continuent pour garantir la libération des otages. Le FMI vient de revoir légèrement ses prévisions économiques pour 2025. La croissance mondiale est désormais attendue à 3,3%, soit 0,1 point de plus que prévu en octobre. L'inflation mondiale devrait baisser à 4,2% en 2025, puis 3,5% en 2026. Mais l'incertitude économique reste élevée. De nombreux gouvernements élus en 2024 n'ont pas encore mis en place de politique stable. Les États-Unis bénéficient d'une révision à la hausse avec une croissance de 2,7% pour 2025. La zone euro, quant à elle, voit ses prévisions baisser à 1%.
Les marchés émergents restent stables avec une prévision de 4,2%. En Chine, la croissance est revue à 4,6%. Le chef économiste du FMI a mis en garde contre des efforts fiscaux insuffisants. Il appelle à une restauration de la soutenabilité fiscale et insiste sur l'importance de renforcer les institutions pour un avenir économique stable et résilient. Scène de liesse en Cisjordanie. Des milliers de personnes se sont rassemblées à Béthulia pour accueillir les prisonniers palestiniens libérés dans le cadre du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Les bus transportant les détenus ont été accueillis par des foules enthousiastes. Les prisonniers ont reçu des embrassades chaleureuses et notamment les femmes qui ont reçu un accueil particulièrement vibrant. Côté israélien, 3 otages ont été remis à l'armée après avoir été libérés par le Hamas. Parmi eux, Romy Gonen, Émilie Damari et Doron Steinbrecher, enlevés lors des attaques du 7 octobre 2023. Ces libérations surviennent après 15 mois de guerre marqués par des frappes israéliennes à Gaza et des attaques du Hamas contre Israël, faisant plus de 46 000 morts palestiniens, dont une grande majorité de civils. Pour Israël, on compte environ 1200 morts. L'émotion est donc forte avec cette trêve de 6 semaines qui marque un premier pas vers la fin du conflit.